Zoom. J'ai perdu mon Zoom. Mélanie, on est au complet. Oui, parfait. Alors, je vous propose de commencer. Alors, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Pour commencer, on excusera Madame Van der Stickelen. Madame Olef arrivera avec un petit peu de retard. Et concernant Monsieur Ravet, je vais laisser la parole au bourgmestre. Oui, donc merci Madame la Présidente. J'imagine que la plupart d'entre vous est au courant. Donc, Stéphane a été malheureusement atteint du Covid dimanche de la semaine dernière. Son état s'est malheureusement aggravé au cours de la semaine dernière, et il a dû donc être transféré aux soins intensifs d'abord à Ottignies, et puis les soins intensifs ne parvenant pas à le soulager, il a été transféré en extrême urgence à Erasme à Bruxelles, où il est actuellement sous oxygénation par membrane extracorporelle. Ça veut dire en d'autres termes que son sang est filtré et réoxygéné artificiellement de façon à permettre à ses organes, d'une part ses poumons notamment, de se reposer et ses autres organes de fonctionner et d'être oxygénés. Voilà. Donc la situation n'est pas bonne, mais j'ai eu son épouse en ligne avant le conseil, et il réagit très bien à ce traitement, dont la durée est impossible à déterminer, mais les médecins sont satisfaits de la manière dont il réagit au traitement. Donc, je voudrais bien l'excuser ce soir, et je propose que l'ensemble du conseil, puisque nous sommes en public, exprime tout son soutien à Stéphane d'une part et à toute sa famille d'autre part. Merci. Alors, Madame Yaya nous rejoint également. Je vous propose maintenant de passer au premier point à l'ordre du jour, qui est l'approbation du PV pour la séance du 29 septembre dernier. Alors, si mes infos sont correctes, Madame Yaya, je pense que vous aviez un élément que vous souhaitiez préciser dans le PV de la dernière séance. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je pense que le directeur général pensait qu'il y a une petite communication à ce sujet, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, Monsieur le directeur général, peut-être repréciser le point alors. Oui, effectivement, Madame Yaya m'a contacté pour demander au niveau des interpellations, au niveau de la mobilité, elle m'a demandé, ben voilà, Madame Yaya voulait peut-être nous Voilà, dire. je suis là. Il y avait une petite précision par rapport à l'intervention de M. le bourgmestre dans l'intervention par rapport à la mobilité qu'il fallait intégrer dans le PV. Bon, alors, il faut réactiver le micro peut-être. Ouais. Madame Salpêtier? Oui, je vous remercie. Sauf si vous voulez terminer le point d'abord avec Souad. Sinon, j'ai aussi une remarque concernant le procès verbal, et notamment à propos du compte-rendu et plus précisément de la discussion sur le point radon. Je m'étonne qu'on ait repris certaines interventions, notamment il regrette cependant un article de presse alarmiste émanant d'écolo juste avant la précédente rentrée scolaire. Je regrette que cette remarque peu habile soit notifiée dans le PV sans que pour autant on ne fasse aussi état de la remarque, ou en tout cas de la réponse qui a été émise, et notamment le point concernant la santé publique, et où je pense que là tout le monde se grandit de cette
ses positions et de ses remarques. Donc, je regrette que cette remarque y figure et donc je me dois de rappeler que la santé publique est un point important et je pense pour tous, y compris pour la majorité. Et donc, je regrette vraiment que cette phrase n'y figure pas. D'autant que après ces interpellations faites 2 années durant, les mesures ont quand même montré leur utilité et nous permettent de prendre des mesures plus protectrices pour nos concitoyens. Voilà. Très bien. Madame Yaya. Oui, voilà, bonjour à tous. Désolée pour le retard, j'ai eu un problème de connexion. Voilà, en fait, dans le paragraphe où on parlait des nuisances avec la N25, il manque une partie de la réponse de Monsieur le bourgmestre. Entre autres, c'est la dernière partie. Monsieur le bourgmestre a dit que vous étiez inquiet pour la mobilité et pour l'augmentation des camions et du trafic, surtout dans la rue des Fossés des Vaux et dans d'autres axes de Beaurieux, tant qu'il n'y avait pas de projet à l'ouverture de la N25 vers Nivelles. Voilà. Et cela va subir beaucoup d'inconvénients, en fait. Mais c'est dans Je pense l'enregistrement. qu'il n'y a pas de souci à compléter Voilà, c'est le simplement. verbal sur base de ce que vous avez écrit. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Merci. Et alors, on acte également l'arrivée de Madame Olef. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions concernant le PV de la dernière réunion? Non, très bien. On peut l'acter. Je vous remercie. Alors, le premier point, dans la fabrique d'églises, concernant l'église Saint-Étienne Saint-Lambert, donc il est nécessaire d'approuver le budget à l'exercice 2021 qui prévoit une participation communale de 72 255,12 € à l'extraordinaire et 4 000 € à l'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce propos-là? Non. Alors, je vous propose de l'approuver et de passer au point suivant. Oui, je vous remercie. Donc, au point qui concerne l'église protestante de Wavre. Donc, l'avis à émettre sur les comptes de l'église pour l'exercice 2019 dont la dépense excède les recettes à hauteur de 602,93 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce point? Sinon, je vous propose aussi de l'approuver. Je vous remercie. Si jamais je ne vous vois pas, coupez votre micro ou manifestez-vous, je fais de mon mieux. Alors ensuite, dans les points qui concernent le marché public, le premier point concerne le véhicule avec potence. Donc, il est proposé d'approuver les conditions et le mode de passation pour le marché public visant l'acquisition d'un véhicule pour un montant de 60 000 €, TVA comprise. Monsieur le bourgmestre, je ne sais pas si vous souhaitez compléter. Je souhaiterais intervenir sur ce point parce que la note de synthèse n'est pas tout à fait correcte. Dans la mesure où, sur base de l'avis du fonctionnaire, du directeur financier, il semble que l'on ne puisse pas mélanger le prix d'achat du véhicule avec la reprise de l'ancien véhicule. Donc, la note de synthèse précise que le marché est d'un montant de 49 851 €, en gros 50 000 €, alors qu'en fait, ou 62 000 € TVA compris, mais ce montant, en fait, comprend la reprise de 8 000 € du camion existant. Or, lorsque le camion existant sera revendu, il faudra une autre délibération dans laquelle le conseil communal accepte la sortie du patrimoine communal de ce. Donc en fait, le marché est bien de 70 000 € et non de 49 851, ce qui est un montant hors TVA sur une base de 62 000. Donc, c'est juste une petite précision. Donc, le marché est bien un marché d'un montant de 70 000 € ramené à
dans la TVA à 57 851,24 € et on ne peut pas en soustraire la reprise des véhicules actuels en l'état. Ça fera l'objet d'une autre décision. Ok. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Monsieur Maréchal? J'ouvre mon micro. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Bourgmestre. J'avais justement une question à cet égard, mais donc, avec votre éclaircissement, je comprends bien que le marché est pour l'acquisition d'un camion. La revente de l'ancien se fait séparément. On n'oblige pas les proposants à racheter d'office l'ancien camion, en fait. Non. Ça, je n'ai pas lu en détail, j'ai pas eu le temps de lire en détail le cahier des charges, mais bon, ça fait partie, effectivement, en général, quand vous rachetez un nouveau véhicule, vous essayez de revendre votre véhicule. Oui, bien sûr. Qui vous vend mais ça n'empêche que budgétaire. Et donc la commune n'a pas besoin de 2 camions non plus, en fait. Elle en Non. prend un plus puissant, comme expliqué, pour lever de plus grosses charges. Pas du tout. Au contraire, il est marqué que le nouveau camion sera un camion qui sera mieux adapté au placement d'une potence, puisque ce sera un châssis plus solide, oui, qui permettra de faire un usage de la potence plus important, sans solliciter abusivement le châssis du camion. Parfait, j'ai bien lu cela. J'ai bien lu également avec plaisir que la commune avait veillé à s'engager sur le futur en veillant à mettre des critères durables sur l'achat de ce camion, là où ça pouvait être fait, avec d'ailleurs un très bon critère assez simple de consommation moyenne du dit camion en y octroyant 10 points sur les 100. Par contre, 20 points pardon, sur les 100. Il y a un deuxième critère durable qui est phrasé comme étant les performances et exigences techniques sont appuyées par une fiche technique du véhicule proposé. Et en fonction des réponses, le premier obtiendra 10 points, le deuxième 8 et ainsi de suite. Je ne comprends pas bien en quoi factuellement ce critère, de quoi est-il constitué, parce qu'une fiche technique, vous allez principalement réobtenir la tare, la charge utile admissible, les performances du nombre de centimètres cubes du moteur. À la fois, ce n'est pas vraiment durable et surtout, est-ce que vous ne craignez pas que des récipiendaires écartés par l'ensemble des critères disent oui, mais écoutez, ce critère-là était ambigu, on ne disait pas sur quoi on allait juger, en quoi les performances et exigences techniques sous critère du critère marché durable étaient plus ou moins avantageux pour telle ou telle proposition. Alors, je comprendrais très bien que vous n'ayez pas les réponses parce qu'on est vraiment à un niveau de détail assez précis. Malheureusement pas la réponse, je vais essayer de retrouver. Mais je pense que ça vaudrait la peine d'éclaircir cela avant d'envoyer le marché. Au pied levé, puisque forcément, vous comprendrez que ce dossier aurait dû être défendu par Stéphane. Je m'en doute, et donc j'attire simplement l'attention sur le fait qu'il me semble que du point de vue des critères d'attribution d'un marché public, ce critère-là manque de précision pour qu'il ne soit pas ambigu pour les répondants sur quel aspect ferait qu'il gagnerait plus ou moins de points à ce critère. Ok, ça va. Mais écoutez, on prend note et le cas échéant, on sera un peu plus précis sur cette notion. On va en alerter le service technique. Madame Charlier, vous souhaitiez également intervenir? Oui, je regrette que l'avis de légalité du directeur financier ne se trouve pas dans le dossier. Et j'avais une question, c'était pourquoi un achat et non un leasing? Parce qu'un achat, ça rentre dans les budgets extraordinaires. Le leasing, c'est une formule qui est possible aussi, mais qui est, elle, à charge de l'ordinaire. Le camion n'a pas suffisamment… le leasing est intéressant quand vous faites beaucoup de kilomètres. Quand vous faites moins de kilomètres et ce camion ne fait pas énormément de kilomètres, vous avez intérêt à l'acquérir et le garder longtemps, parce que sinon vous arrivez rapidement au bout de votre période de leasing sans que le camion ait fait énormément de kilomètres et il vous coûte finalement très cher à racheter si vous décidez de le racheter à ce moment-là. Merci. D'autres questions ou remarques concernant ce point? Sinon, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Madame Charlier?
Très bien, je vous remercie. Alors le deuxième point, toujours dans les marchés publics, concerne un marché de travaux. Il s'agit de l'approbation des conditions et du mode de passation du marché public visant à l'aménagement et à l'égouttage de l'avenue des prisonniers de guerre, donc pour un montant total de 887 679,78 €, TVA comprise, donc, dont la part communale s'élève à 190 792,26 €, TVA comprise. Monsieur le bourgmestre? Oui, donc c'est un gros dossier, donc c'est un des dossiers probablement les plus lourds et les plus importants en termes de rénovation de cette législature. C'est un dossier sur lequel nous avons promis d'avancer et de réaliser déjà lors du programme d'investissement communal précédent. Donc ici, on est toujours dans le PIC 19-21. C'est un chantier qui devrait normalement se dérouler en 4 phases. Donc, une première phase qui concerne le carrefour entre les rues François, Pont-de-Pierre, Prisonnier de guerre et Premier Héry, jusqu'à hauteur de la traversée du Ravel. Donc, ce carrefour sera complètement réaménagé. Ensuite, une deuxième phase, ce qui permettra bien entendu aux gens d'accéder à l'école Saint-Étienne par l'autre côté. Ensuite, quand ce carrefour sera réaménagé, on abordera une deuxième section qui ira du Ravel jusqu'au parking de l'école Saint-Étienne, où l'on... Il faut savoir que sur l'ensemble de la rue, on renouvelle le système d'égouttage qui est aujourd'hui défaillant et surtout de dimension insuffisante. Donc, cette deuxième phase va, comme je l'ai dit, du Ravel jusqu'au parking de l'école. La troisième phase ira, elle, du parking de l'école jusqu'au passage à niveau. Forcément, l'accès à l'école et à la rue des Prisonnières devra se faire à ce moment-là par le carrefour des rues Héry, François, Pont-de-Pierre. Et la quatrième phase sera une phase d'asphaltage général de l'ensemble de la rue. C'est un chantier qui devrait durer, si j'ai bien noté, 130 jours ouvrables, donc à peu près 6 mois environ, sauf hors intempéries. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une rue que l'on transforme en rue cyclable, limitée à 30 km/h. Alors, une rue cyclable, ça veut dire quoi? C'est une rue dans laquelle le dépassement des cyclistes est interdit. Il y en a un exemple à la rue des Deux Ponts à Ottignies. Le projet prévoit, pour répondre aux préoccupations des riverains en matière de vitesse et de sécurité, la voirie est rétrécie d'une largeur de 5,50 m à 5 m de large. Des trottoirs sont réalisés de part et d'autre de minimum 1,50 m partout ou plus, donc en fonction de la configuration des lieux. Les bordures de trottoirs sont rehaussées de façon à éviter que les véhicules ne montent trop facilement sur les trottoirs. Le plateau qui existe actuellement devant l'école est allongé pour en améliorer l'efficacité et éviter les nuisances de bruit que celui-ci occasionne par rapport aux maisons juste à côté, les maisons annexes. Il y a un nouveau plateau qui est créé aussi juste avant la rue Taburio, de même qu'un léger... donc la rue Taburio, c'est la rue qui va de la rue des prisonniers de guerre vers l'école avant le parking quand on vient du centre de Saint-Étienne, de la place communale. Il y a également un dévoiement de Varry qui est prévu de façon à ralentir le trafic. Et il y a un troisième plateau qui est prévu au niveau du passage du Ravel dans la rue. Donc, le Ravel sera rehaussé également. Donc, ce dossier a fait l'objet d'une concertation avec les riverains il y a quelque temps déjà, il faut bien le reconnaître.
la volonté était de pouvoir leur soumettre le projet préalablement à son adoption par le conseil communal. Toujours est-il que, pour des raisons de respect des délais à la demande de la région wallonne, Stéphane, qui a suivi ce dossier depuis le début, a considéré qu'il était nécessaire de faire passer ce dossier dans la mesure où il considère que 90% des remarques qui ont été faites lors de la rencontre avec les riverains sont rencontrées dans ce projet. Bien sûr, il n'est pas possible de satisfaire tout le monde, ça c'est inévitable. Et donc, forcément, dans le contexte actuel, organiser une concertation n'est pas facile. Faire une grande réunion, c'est très compliqué pour des raisons que vous aurez bien comprises. Et faire 10 réunions de 3 personnes pour rencontrer tout le monde, c'est extrêmement consommateur de temps. Voilà, et donc le dossier vous est proposé. C'est un beau dossier, c'est une belle réalisation. Comme l'a dit la présidente, la part communale est de l'ordre de 200 000 € sur un budget qui avoisine les 900 000 €, donc c'est vraiment un très très gros dossier et on aimerait bien le voir aboutir et surtout ne pas perdre les subsides. Pour les questions de timing. Voilà, Madame la Présidente, je suis ouvert aux questions. Madame Armand? Il faudra activer votre micro par contre. Voilà. Vous imaginez bien que le groupe écolo regrette profondément que sur un tel dossier qui va impacter de manière durable les habitants de la rue, les citoyens n'aient pas été consultés comme il leur avait pourtant été annoncé. Vous étiez engagé à mener ce projet en concertation avec les riverains et le Collège Saint-Étienne. Et donc, comment expliquer que ça ne leur ait pas été présenté avant d'être soumis en conseil communal? Vous évoquez la situation sanitaire. Je pense qu'on sait tous qu'il y a d'autres manières que des réunions physiques pour organiser une présentation du projet ou pour demander leur avis aux riverains. La communication et la participation citoyenne étaient un des premiers chapitres de votre déclaration de politique communale. Comment voulez-vous que les citoyens y adhèrent si vous ne le mettez pas en pratique sur un projet d'une telle ampleur? Ce projet n'a pas non plus été soumis à la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Et donc, comment voulez-vous que ces membres puissent imaginer que vous comptez sur eux pour recueillir un avis citoyen sur un projet d'une telle ampleur qui va clairement avoir un impact sur la mobilité dans le centre de Cours? Il n'y a pas d'urgence à se prononcer sur ce dossier et nous demandons donc qu'il soit reporté et qu'il revienne à l'ordre du jour du conseil communal après avoir été présenté aux riverains, à la direction du Collège Saint-Étienne et à la CCATM. Moi, je suis ouvert à ça. Je vous dis que, comme je vous l'ai expliqué, l'objectif ici, c'est d'être certain que l'on arrive dans les temps, puisque nous avons une date butoir à laquelle le marché doit avoir été attribué et accepté par la région wallonne. Sinon, le dossier est reporté au programme d'investissement communal de 2022 à 2024. Donc, ça veut dire que, voilà. Or, il faut savoir que si nous approuvons ce cahier de charge, celui-ci doit être envoyé à la région wallonne qui a 30 jours pour se prononcer. Elle doit le transmettre à la SPGE qui intervient également, qui a aussi 30 jours pour se prononcer. Elle doit ensuite être transférée à l'IBOE qui doit remettre son avis puisqu'il y a de l'égouttage, donc il y a encore 30 jours qui tournent. Ensuite, le dossier doit retourner de l'IBOE à la SPGE, de la SPGE à la région wallonne et enfin revenir à la commune. Une fois que ce retour est revenu et est positif, ce qui n'est pas garanti, on peut procéder à la mise en adjudication.
Donc ça sera au mieux au courant du mois de juillet, fin juin, début juillet l'année prochaine. Nous devons à ce moment-là lancer l'adjudication où il y a forcément des délais puisque c'est un gros dossier. On doit faire une adjudication ouverte qui représente aussi, je ne sais plus combien de jours, mais en tout cas de très nombreux jours. Nous devons ensuite, lorsque nous avons identifié l'adjudicataire, resoumettre le projet à la région wallonne et à la SPGE qui doivent marquer leur accord. Et puis, il faut que ça revienne. Et donc, voilà, si le marché n'est pas… Comme je vous dis, c'est juin, juillet, on aura probablement l'accord, si tout va bien, de la région et de l'IMEOE, de la SPGE, pardon. Ensuite, il y a l'adjudication et on risque d'avoir l'accord final de la région et de la SPGE vers le mois de septembre. Or, il se fait que il faut que le dossier soit bouclé pour le 31 octobre 2021. Donc, ça nous laisse en gros un mois de marge si on ne veut pas perdre le subside, car si l'adjudication n'a pas été réalisée avant le 31 octobre 2021, on perd le subside et le dossier est reporté à, comme je l'ai dit, au pic suivant, qui doit encore être approuvé, bien entendu, par la région, puisque un projet qui est reporté n'est pas forcément retenu par la région dans le programme d'investissement suivant. Donc, j'entends votre demande. Il faut voir dans quelle mesure, voilà, dans quelle mesure une réunion est possible avec les riverains, avec les explications nécessaires. Moi, je veux bien reporter le dossier d'un mois si vous le souhaitez, mais on ne pourra pas le reporter davantage, parce que si on le rapporte davantage, il y a de fortes chances que le dossier ne voit jamais le jour au cours des 2 prochaines années. Monsieur Maréchal, vous souhaitiez intervenir? Oui, mais merci de ces explications sur effectivement des procédures administratives qui sont toujours lourdes et relativement longues. Moi, comme Anaïs, je pense qu'il est quand même important de reporter d'un mois pour parvenir à ce que les riverains puissent prendre connaissance et adresser des remarques à tout le moins écrites, avec peut-être simplement un zoom de présentation et d'argumentation sur les points principaux, mais que les riverains, le collège, aient le temps de prendre connaissance d'un dossier dont ils n'ont même pas vu la mouture finale et puissent s'exprimer dessus. Concernant les délais dont vous faites part, je ne comprends pas bien quelle est l'échéance que vous craignez en octobre 2021. Donc, le dossier doit avoir été adjugé le 31 octobre 2021, sinon on perd les subsides. Donc, l'adjudication doit être transmise à la région wallonne avant le 31 octobre 2021. Êtes-vous certain de cette date? Donc, que l'adjudication définitive doit être transmise pour le 31 octobre 2021? Je suis certain. Parce que moi, dans la dernière circulaire du ministre d'Hermagne à propos du pic 2019-2021, je peux même partager mon écran si vous le souhaitez, il rappelle à tout le monde que pour respecter les délais prévus dans la réglementation, il s'agit d'avoir introduit les projets pour le 30 juin 2021 et d'avoir introduit les décisions d'attribution pour le 31 décembre 2021. Auquel cas, ça nous laisse quand même un peu plus de marge que ce que vous dites, et donc certainement la marge d'un mois, voire de 2 mois de délai pour consulter les riverains. Écoutez, ce sont les informations qui m'ont été communiquées par mon service, par le service travaux. Je pense que vous avez reçu un courrier du ministre en direct le 30 septembre. Tout à fait, disant qu'il était temps que les projets soient réalisés un peu plus rapidement pour que la région puisse organiser un petit peu mieux son budget, puisqu'elle va quand même avoir quelques difficultés à boucler son budget 2021 et les suivants avec la crise du Covid et l'ensemble des dépenses qui sont intervenues de manière exceptionnelle. Et donc, effectivement, on a reçu un courrier de la région nous demandant de faire tout notre possible pour que les dossiers PIC soient introduits le plus rapidement possible, de façon à ce que la région ait une vision la plus claire possible en vue de l'élaboration de ces budgets 21 et 22.
Tout à fait. Et raison pour laquelle ce que le ministre demande, enfin, et puis entre-temps on a changé de ministre, mais ce que le ministre demande, c'est que pour le 30 octobre 2020, c'est la seule mention d'octobre dans ce courrier, pour que le 30 octobre 2020, information lui soit donnée quant à l'état d'avancement des différents projets pour que l'administration puisse planifier. Mais quant au projet en tant que tel, j'ai le courrier sous les yeux en page 2, les échéances formelles pour que le projet puisse passer sont bien d'une introduction des projets au 30 juin 2021 et d'une introduction des décisions d'attribution au 31 décembre 2021. Mais voilà, je ne vais pas m'immiscer dans la gestion au quotidien de la commune, mais je pense que nous pouvons sans crainte postposer d'1 mois, voire de 2 mois, et s'assurer que les nombreux riverains concernés aient le temps de prendre connaissance, d'adresser les questions et d'entendre les réponses par rapport au projet dont nous ferions bien d'ailleurs de discuter ici dans la foulée, même si nous reportons le point, parce qu'effectivement, c'est un beau projet ambitieux, mais qui nécessite certainement peut-être encore quelques derniers aménagements et une discussion par toutes les parties prenantes. Moi, je n'ai pas de problème à reporter ça, mais je vous dis, je vous préviens, si on le reporte d'1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne mets pas ma main au feu que le dossier verra le jour au cours des 2 années qui viennent. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un... D'expérience, je sais combien de temps prennent des dossiers. Ça ne se passe jamais tout à fait comme on le souhaite. Et on prend facilement 1, 2, 3 mois dans la vue pour un problème soit de délai, de report, de questions, et ainsi de suite. Mais un mois ne me pose pas de problème. D'autant plus que peut-être que Stéphane sera là pour expliquer ce dossier mieux que moi. Ce qu'on souhaite tous, bien entendu. Mais je pense qu'effectivement, 1 mois serait salutaire pour que les riverains puissent rapidement recevoir l'information et donner une... Et je vais mettre au point avec les services une réunion Zoom avec les riverains dans laquelle je leur expliquerai ce que je viens de vous expliquer et qui j'espère, répondra, comme me l'a expliqué Stéphane avant son hospitalisation, à, comme il m'a dit, 95% des remarques qui ont été faites par les riverains dans les cadres des réunions qu'il a eues avec eux préalablement au Covid. Bien sûr, je pense que la plupart est surtout inquiète de simplement pouvoir voir quelle est cette mouture finale, puisqu'ils ont appris que ça passait au vote, mais sans avoir même vu le résultat de la consultation préalable qui a eu lieu. Donc je pense que ça vaudrait la peine qu'ils reçoivent ces plans et qu'ils puissent en prendre connaissance. On reporte le dossier et on voit si on a les moyens d'organiser une réunion avant le prochain conseil communal de novembre. Et on reviendra avec le dossier à ce moment-là. Et si les informations que vous avez, qui sont le 31 décembre plutôt que le 31 octobre, qui serait une information que le service n'aurait pas enregistrée, ben tant mieux, alors on pourra peut-être le passer. Si Madame la Présidente m'autorise à partager mon écran, je vous le montre de suite. Ah, pardon. Non, mais on vous croit, Monsieur le Maréchal. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir. Vous n'inventez pas ce que vous racontez. Donc moi, je vous raconte ce que moi, on m'a raconté. J'imagine que si vous savez lire comme tout le monde et que si c'est écrit ça dans une circulaire, je vous crois bien volontiers. Donc ne perdons pas de temps supplémentaire là-dessus. Parfait. Par contre, sur ce point, Madame Charlier souhaitait également la parole. Oui, Oxygène aussi voulait demander le report, mais voilà, donc on appuie la demande d'Ecolo. Mais moi, j'avais une autre demande par rapport à la CCATM, si c'est possible pour Jean-Christophe, de le rajouter, comme on a reçu la convocation aujourd'hui, de rajouter ce point pour le 10 novembre en urgence. Monsieur Après, ça ne devrait pas poser grand souci. Je vais faire ça demain avec Olivier Ledoux pour voir s'il peut rajouter le point. Mais normalement, effectivement, il n'y a pas de souci à rajouter ça en urgence. Et ça paraît légitime à partir du moment où on reporte d'1 mois de le faire passer à la séance du 10 novembre, effectivement. Merci. Monsieur Tricot.
Allez-y, Monsieur Tricot. Excusez-moi, Ouais, oui. pas de problème. Est-ce que je peux quand même, je pense que je ne suis pas le seul de mon groupe à avoir d'ores et déjà quelques remarques et quelques propositions concernant le dossier qui nous était soumis. Je pense que si on nous laisse quelques minutes, ce seront peut-être des éléments qui pourront être pris en considération et étudiés en vue du point lorsqu'il reviendra sur la table du conseil communal. Ça va? Quelques minutes. Ok. Alors, une question qu'on se posait, c'était pourquoi ne pas avoir intégré dans le projet qui est sur la table le tronçon de l'avenue des prisonniers de guerre côté place communale qui va du passage à niveau jusqu'à la place communale. C'est un tronçon d'environ 70 mètres. À nos yeux, il apparaît vraiment préférable d'intégrer ce tronçon-là dans le projet ici pour des raisons de sécurité. Je m'explique en quelques mots. Avec le projet et les aménagements qui commencent au passage à niveau, en venant de la place communale, la voirie changerait de statut seulement à partir du passage à niveau. C'est à partir de là que la vitesse maximale serait réduite à 30 km/h et que les cyclistes ne pourraient plus être dépassés. Ce qui veut dire que dans le tronçon entre la place communale et le passage à niveau, la vitesse maximale resterait à 50 km/h et les automobilistes pourraient toujours dépasser les cyclistes. Alors, si on imagine le matin un automobiliste pressé qui suit des enfants qui se rendent à vélo à l'école, l'automobiliste en question, qui aperçoit devant lui un enfant à vélo, qui se dirige donc vers le collège Saint-Étienne qui se trouve à près de 400 mètres de là, il va se dire qu'il peut encore dépasser cet enfant à vélo jusqu'au passage à niveau, et pressé comme il est, il va se dire qu'il a intérêt à le faire, même si la visibilité n'est pas très bonne à ce moment-là, puisque la rue tourne, et il a intérêt à le faire parce qu'une fois arrivé au passage à niveau, il ne pourra plus dépasser le cycliste, et si c'est un jeune enfant, il va devoir le suivre à 10 km/h jusqu'à l'entrée de l'école. Donc si ce tronçon de l'avenue des prisonniers de guerre n'est pas intégré aux aménagements, les automobilistes seront en fait incités, ou certains automobilistes en tout cas seront incités à y dépasser les cyclistes alors que les conditions ne sont pas idéales pour le faire. Donc pour nous, évidemment, sans intégrer ce tronçon-là dans le projet, la sécurité sera sans doute améliorée pour les cyclistes dans la partie où ceux-ci seront prioritaires, mais leur sécurité ne sera pas améliorée dans ce tronçon-là, au contraire à nos yeux. Donc, pour nous, il faut intégrer ce tronçon au projet. Merci. Merci. Étant donné que le point est reporté... Très brièvement. Donc, effectivement, le projet initial prévoyait un aménagement jusqu'à la place communale. Toutefois, celui-ci était extrêmement compliqué parce que, comme vous le savez, nous sommes en bordure d'une voirie régionale dont il n'est pas toujours facile de déterminer la limite avec le territoire communal. Et de toute façon, quand un automobiliste qui descend venant de l'église arrive au carrefour aux heures que vous évoquez, l'entrée d'école, il y a un trafic important de toute façon arrivant de la rue Émile-Henrico. Donc, il est extrêmement rare qu'un véhicule puisse s'engager à toute vitesse dans la rue des prisonniers de guerre, puisqu'il doit d'abord freiner et s'arrêter pour laisser passer, le cas échéant, les véhicules qui arrivent de la rue Émile-Henrico, qui sont forcément plus nombreux en général. Et donc, au pire, le véhicule qui redémarre du centre de l'avenue Henrico n'arrivera jamais à 50 km/h au niveau du passage à niveau. Alors, si on suit votre raisonnement, il faudrait mettre toute la section entre l'église et la rue des prisonniers de guerre et le passage à niveau
la rue des prisonniers de guerre, et toute la place communale et toute la rue Émile Henrico en zone cycliste à 30 à l'heure, pour être sûr qu'aucun enfant ne soit dépassé par un automobiliste. Donc, je pense que c'est vraiment un peu chercher la complication. En plus, je peux vous dire qu'avec les aménagements qui étaient prévus sur la place communale, le budget augmentait encore de manière significative et n'entrait probablement plus dans les critères de subsidiation de la région wallonne, où, comme vous le savez, le montant total de notre PIC est limité à un certain montant, et nous aurions dû abandonner d'autres projets pour aménager ces petits 70 mètres que vous évoquez. Monsieur Maréchal ou Je Monsieur vais Tricot, sauf si vous peut-être- souhaitiez clôturer le juste, point rapidement, puisque de toute façon, il très sera reporté rapidement. la prochaine fois. Mais nous défendons effectivement l'idée, et nous ne sommes pas les seuls, d'étendre la zone 30 km/h du centre de cours Saint-Étienne sur la place communale et sur la partie de la rue Émile Henrico, où les 50 km/h sont toujours autorisés aujourd'hui. Ce sont des routes régionales, hein? Oui, mais bon, on est convaincu que cette option d'étendre la zone 30 km/h sera retenue lors de l'actualisation du plan communal de mobilité que nous réclamons déjà depuis longtemps, que vous aviez annoncé pour cette année 2020 et qui n'est toujours pas en route. Et je pense que c'est un élément supplémentaire pour justifier le fait que le tronçon, en tout cas ce premier tronçon de l'avenue des prisonniers de guerre, soit d'ores et déjà aussi mis à 30 km à l'heure. Monsieur Maréchal, il n'y a pas besoin de rouler à 50 km à l'heure pour dépasser un vélo, pour dépasser dangereusement un vélo avec un enfant qui roule à 10 km/h. Ok, Monsieur Maréchal. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense que ça vaut quand même la peine de terminer le débat sur ce point, enfin une série de points sur ce point-là aujourd'hui, puisque dans un mois, l'urgence sera d'autant plus forte. Comme ça, ce sera intégré. Très bien. Et ça permet effectivement que peut-être certaines réflexions soient intégrées. D'autant plus que j'en ai une qui peut aider le point financier, un commentaire qui pourrait aider le point financier de Monsieur le bourgmestre. Parce qu'effectivement, moi je me réjouis, comme la plupart de mes compères, y compris Michel, de cette approche de zone 30, mais ça ne va pas tout résoudre. Une suggestion d'ailleurs à cet égard, c'est que pourquoi est-ce qu'il ne serait pas imaginé, si les riverains et le collège y sont intéressés, dès que tout le monde a pris connaissance du dossier et que ça semble aller dans la bonne direction, faire un essai de cette zone 30 et de ces limitations temporaires pour que tout le monde puisse, avant même que les travaux n'obtempèrent, se mettre dans le moule. Et comme la période je ne sais pas comment on va appeler la période qui arrive devant nous, de pré-confinement au confinement, va de nouveau s'y avérer plus calme sur une série de choses, ce sera peut-être l'occasion, peut-être plutôt dès le printemps, de pouvoir faire ce genre d'essai. Moi, je voulais revenir sur un premier point qui est, sur cette zone 30, ça reste une zone où effectivement le cycliste est prioritaire sur la voiture, sur la voirie, mais où les piétons sont obligés d'être cantonnés sur les trottoirs, puisque ça reste une voirie classique, entre guillemets. Or, on voit sur les plans qu'à plusieurs endroits, on va garder des largeurs légèrement inférieures à ce qui est demandé, mais voilà, les rues de Cours-Saint-Étienne sont ainsi faites qu'on n'a pas toute la place dont on souhaite toujours. Et on a des endroits où le trottoir fera, plusieurs endroits où le trottoir ne fera qu'1,30 m, et même des endroits où le trottoir est réduit à 1,20 m. Ça devient des largeurs où il devient difficile de croiser ou de doubler un parent avec une poussette sans mettre des pieds sur la chaussée. Et toujours sur ce problème de trottoir, on est dans une zone de dépose et de reprise d'enfants à l'école. Et donc, pour passer quand même là régulièrement, il n'est pas rare de voir une série de voitures se garer avec 2 roues sur le trottoir, le temps que l'enfant descende directement sur le trottoir. Mais à ce moment-là, les piétons qui arrivent, eux, n'ont plus d'autre choix que de faire le tour de la voiture, puisqu'elle est sur les roues sur le trottoir, la portière ouverte. Et donc, on retrouve des piétons inévitablement sur la voirie, ce qui pose un double problème de sécurité. D'un côté, la portière, de l'autre, des piétons sur la voirie. Par rapport à ça, il y a une alternative plus adéquate à ce genre de rue, qui est en fait ce qu'on appelle la zone de rencontre, donc la zone 20 km/h, où là, et piétons
et cyclistes sont prioritaires sur l'ensemble de la voirie, et il n'est même plus forcément nécessaire de marquer les trottoirs avec des bordures hautes, etc., puisque les voitures sont toujours les bienvenues. Le but n'est absolument pas d'empêcher les voitures, mais savent qu'elles sont parfaitement subordonnées au déplacement des piétons et des cyclistes qui se baladent par là. Et accessoirement, ça vous évite les coûts pas négligeables de faire des hautes bordures, des rehaussements de trottoirs, etc., puisqu'on peut faire un revêtement de plein pied, entre guillemets, sur l'entièreté de la voirie. Et puis, dernier élément, suggestion également, c'est que dans cette rue, pour tous ceux qui la connaissent, plus ou moins en face de l'ancien restaurant Les Ailes, la commune possède une parcelle de plus ou moins 5 arts de long, qu'elle met d'ailleurs gracieusement à disposition des riverains qui souhaitent y parquer leurs véhicules. Ne serait-il pas judicieux, même si c'est effectivement un peu plus éloigné de l'école que le parking même de l'école, mais qui sature, d'imaginer que cette zone-là puisse être une zone de dépose et reprise des enfants qui, alors, les voitures pourraient s'écarter et laisser le reste du flux se passer correctement, et ensuite, les enfants pourront continuer de manière sécurisée jusqu'à l'école, tandis que cette place, en dehors des heures de dépose scolaire, enfin, il y a des panneaux appropriés pour ça, je reconnais que je ne suis pas le plus grand spécialiste, mais je vois notamment ce genre de panneaux pratiqués dans la rue de Reniveau où se trouve le collège du Christ-Roi à Ottignies. Après, cette zone de dépose peut redevenir une zone de parking, mais que passer 17h et jusqu'à 7h ou 8h du matin, pour que les riverains puissent encore en bénéficier en dehors des heures. Voilà quelques réflexions dont je voulais vous faire part, et donc je pense que si nous postposons, puisque vous avez accepté fort aimablement de postposer le point d'un mois, je me demande s'il n'y a pas encore là quelques petites pistes de réflexion. Et je partage le point de Michel, qui est que peut-être ne pas faire de trottoir et étendre la zone 30, en tout cas jusqu'au carrefour vers la place communale, permettrait de donner quelque chose, une forte continuité à cet ensemble qui va, et je m'en réjouis fortement, marquer le début d'une transformation complète du centre de Cours-Saint-Étienne. Œuvrons tous ensemble de manière intelligente et collective pour que ce soit une réussite qui marque la suite des réussites suivantes. Je vous remercie. Merci. Ces suggestions, M. Maréchal, j'avoue que l'idée de la parcelle communale qui ne fait pas 5 arts de long, mais enfin, elle fait quelques... Non, 5 arts au total. Hein, quelques dizaines de mètres de long, effectivement. C'est une idée intéressante, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Nous avions lancé une opération il y a quelques années qui s'appelait l'école au bout des pieds, notamment à hauteur de l'école de Sarre, et nous avions aménagé des zones de dépose des enfants aussi bien au carrefour de la rue des Queutrales et de la rue de Faux, d'une part, et au niveau de la rue de la Chapelle à Sarre, mais ça n'a absolument pas fonctionné, les gens préférant déposer leurs enfants devant la porte. Alors, pour ce qui est des véhicules garés sur le trottoir, c'est une question de police. Déjà, je pense qu'en ramenant la vitesse maximale à 30 km/h, le fait que les personnes soient obligées d'éventuellement contourner le véhicule plutôt que d'attendre que la portière se ferme et que le véhicule parte, ça va déjà quand même diminuer les risques d'accident. Et puis, je voudrais quand même rappeler que la rue des prisonniers de guerre est appelée de manière relativement régulière, c'est-à-dire de rue de transit de l'ensemble du trafic lorsque la rue Émile-Henrico ou l'avenue Louis Terzé est en travaux ou que le passage à niveau de Louis Terzé-Henrico est en réflexion, ce qui arrive quand même relativement souvent. Donc, on ne peut pas non plus transformer cette rue qui devient à un moment donné, pendant plusieurs jours, l'accès principal de traversée de Cours-Saint-Étienne en quelque chose de totalement impraticable et non respecté. Donc voilà, il faut trouver, je crois, un juste équilibre entre la nécessité de garder à cet axe
son rôle d'axe principal ou subsidiaire, en tout cas, si pas principal, mais en tout cas subsidiaire à l'avenue Louis Terzier et à l'avenue Henrico, tout en garantissant effectivement la sécurité maximale des usagers à pied et à vélo, compte tenu de la présence d'une école. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longuement parce que, comme on a reporté le dossier, je pense que cette conversation pourra encore intervenir ultérieurement. Grand plaisir, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Je crois que c'est noté. Je vous propose de passer donc au point qui concerne l'environnement. Le premier point, donc, c'est l'avenant 4 relatif à la Convention relative à la gestion des déchets. Donc, l'objectif est d'actualiser la Convention du 28 mars 2011 qui charge l'IBW de la collecte des déchets. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Alors, je vous propose de passer à l'approbation du point. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Dans la même lignée, il y a l'avenant 4 concernant la convention de gestion des sacs poubelles, cette fois-ci communaux, payants liés à l'INBW et à Cour-Saint-Étienne, et donc qui vise à réformer la marge des commerçants par rapport aux sacs FOM qui sont vendus dans toutes les communes concernées. À ce propos-là, est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des questions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Et le troisième point, c'est l'avenant 3 relatif à la Convention des déchets des sacs poubelles communaux payants liant donc l'INBW et Cour-Saint-Étienne et qui vise à y intégrer les sacs compostables modèle unique et la répartition des bénéfices. Ah, Madame Chevalier? Oui, voilà. C'est pas aucunement qu'on veuille voter contre ou s'abstenir, mais c'est l'occasion qui nous est donnée de savoir si la commune a une idée de l'évolution de la récolte des déchets organiques sur notre territoire. Et voilà, et de l'évolution aussi des déchets ménagers tout court, en termes de quantité. Monsieur le bourgmestre? Je vais laisser la parole à l'échevin de l'environnement avec qui nous sommes convenus qu'il interviendrait sur ce point. Monsieur De Wever? Oui, donc en termes de poubelles FOFOM, je crois qu'on l'avait déjà énuméré lors d'un précédent conseil. La part, les kilos qui sont récoltés annuellement est de 3,5 kilos en moyenne. Pour les déchets ménagers, parce que j'avais prévu la question pour les déchets FOFOM, pour les déchets ménagers, des informations qui m'ont été communiquées, on est en 2019 à Cour-Saint-Étienne à 499,8 kilos. Mais donc là, on reprend... Non, pardon, c'est faux ce que je dis. Ça, c'est l'ensemble des déchets. Pour les déchets ménagers, les ordures ménagères, on est à 127,6 kilos. Oui. Et donc, vous vous doutez bien qu'on revient quand même aussi toujours avec la question de savoir si vous poursuivez votre réflexion par rapport à d'autres modes de récolte des déchets. Et si vous êtes au courant, en tout cas, de l'expérience qui a été faite à Rixensart et qui a donné, grâce aux poubelles à puces, d'excellents résultats et qui, on peut le dire, est une commune qui, dans globalement, ressemble un type de profil à celle de Cour-Saint-Étienne. Oui, allez-y. Oui. Madame Chevalier, est-ce que vous pouvez me communiquer les documents qui attestent qu'il y a d'excellents résultats à Rixensart, parce que ce n'est pas les informations que j'ai. C'est un article. Quel article? Un article de la commune ou bien c'est un article de presse généraliste? C'est un article de presse générale. Okay. Non, Oui. parce que des informations que j'ai à Rixensart en matière de... l'implémentation des poubelles à puces ne s'est pas passée sans souci. Il y a quelques soucis, notamment pour des quartiers qui sont complètement exemptés des poubelles à puces, dont le prix des sacs poubelles, lui, a augmenté. La récolte se fait péniblement, la récolte des déchets. Certaines copropriétés ne veulent pas passer aux poubelles à puces. Et il y a
une partie, en tous les cas, des citoyens qui est assez mécontent du nouveau système. Donc, si vous avez des informations étayées, des statistiques qui prouvent le contraire, merci de me les communiquer. Ok, je vous entends, mais en tout cas, je pense que la réflexion, en tout cas, mérite qu'on s'y attarde de façon globale, pour en tout cas tendre vers un idéal, en tout cas, qui a déjà été pointé de 100 kilos maximum par citoyen. Et là, à part effectivement Chastres, on en est loin. Très bien, d'autres questions ou remarques? Sinon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le prochain point concerne le patrimoine. Donc, il s'agit de l'approbation de la promesse de vente d'une emprise en sous-sol à l'Inbéwé. Donc, ça fait suite à la pose d'une canalisation le long du terrain de foot dans le cadre des travaux de pose du collecteur de Bouzeval. Donc, le montant s'élève à 849,43 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce propos-là? Madame Armand? Par contre, il faudra remettre votre micro aussi. Voilà. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, si j'ai bien compris le dossier, la promesse de vente aurait dû être signée avant le début des travaux. Et donc ici, il s'agit de régulariser le dossier afin de pouvoir passer l'authentique. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'explications à ce sujet? Il faut demander à l'IBW pourquoi ils n'ont pas introduit le dossier préalablement. C'est un dossier de réalisation de la station d'épuration de Bouzeval, dite de Bouzeval alors qu'elle est sur Pont-Saint-Étienne, je le rappelle. Pourquoi est-ce que le dossier arrive maintenant? Je ne pourrais pas vous le dire. Probablement que l'IBW a activé la réalisation de cette station, notamment parce que l'égouttage du bois de la Motte a été mis en œuvre en 2019, je pense, et qu'il était urgent donc d'alimenter cette nouvelle station. L'IBW ayant mis aussi l'accent sur la réalisation d'un maximum de stations d'épuration avant un certain délai, puisqu'il y avait des amendes européennes qui tombaient en termes de traitement des eaux usées. Voilà, c'est effectivement un collecteur qui longe le terrain de football le long de l'avenue des Combattants. Donc, contrairement à ce qui est écrit dans la note de synthèse, ce n'est pas une canalisation sur le terrain de football, donc ne vous inquiétez pas, il y a encore moyen de jouer au football sans tuyau en travers du terrain. Donc, c'est pas tout à fait. C'est donc bien le long du terrain et en sous-sol, ce qui a permis aussi d'ailleurs de raccorder le nouveau clubhouse de football directement à l'égout, ce qui n'était pas le cas avant, puisque tout partait dans la cala. Donc, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Tout simplement parce que les travaux ont été autorisés avant que les transferts de propriété ne soient intervenus. Donc, effectivement, c'est une régularisation pour un montant copieux de 850 €. D'autres questions? Non? Alors, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le prochain point concerne les finances. Donc, il s'agit de l'approbation de l'exonération des droits d'emplacement du marché pour le 4e trimestre 2020 afin de soulager les commerçants face à la crise actuelle. Madame Chevalier? Oui, je voudrais juste signaler que je pense qu'on a déjà voté ce point au conseil communal précédent. C'est à la page 13 du rapport du conseil du mois de septembre. On a voté l'exonération pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2020. Vous me faites douter, effectivement. Quand j'ai vu le point à l'ordre du jour, je me suis dit qu'il me semblait qu'on l'avait déjà voté, mais voilà, je fais confiance à mon service des finances. Et s'il l'a remis à l'ordre du jour du conseil, c'est qu'il manque quelque chose au dossier. Mais voilà, s'il a déjà été voté, tant mieux. On considérera que le point est retiré, mais selon moi, ça n'a pas été fait. Je pense qu'on l'a voté pour le 2e et 3e trimestre, mais pas le 4e. Mais vous avez peut-être raison. J'ai été revoir dans le rapport avant de vous le dire, en tout cas, mais c'est à la page 13. C'est bien possible, mais voilà, il vaut mieux 2 fois qu'une. Sans doute, oui. Mais enfin, si on doit faire 2 fois tous les…
Point, ça va durer longtemps, les conseils communaux. Mais non, il y a un couvre-feu à 22h, donc il faut Oui, ça c'est vrai. que le directeur général puisse rentrer chez lui avant 22h. Ok, alors je propose qu'on passe au point suivant. Dans ce cas, c'est un point qui concerne donc la petite enfance, c'est l'approbation de la convention de la collaboration entre Cours Saint-Étienne et l'ISBW, donc relative au service de puéricultrices relais ou puériculteurs relais dans les crèches communales permettant de soulager les équipes en cas de besoin. Je ne sais pas s'il y a des questions, Madame Charlier. Je me pose la question si la convention est toujours d'actualité. Cette convention est signée par la présidente Dominique de Troyer. Or, cette dame est malheureusement décédée en juillet. La nouvelle présidente est Anne Masson. On va vérifier ça effectivement. Je pense qu'il faut voir de quand date la convention. Elle a été signée. Elle n'est pas signée. Elle n'est pas signée. Mais enfin, si vous me permettez, M. Brouage, Madame la Présidente, cette convention, c'est clair que je suis d'accord avec vous, Madame la conseillère, évidemment, mais c'est le modèle que l'ISBW m'a communiqué, mais il va de soi que si vous l'approuvez et qu'elle sera signée, il va de soi que les signatures seront corrigées comme il se doit. Ça ne change rien, bien sûr, au contenu de la convention. Absolument. Oui, parce que cette convention, je l'ai trouvée aussi sur Internet, donc et je me dis que voilà, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Mais quand j'ai posé la question à l'ISBW, ils m'ont dit que je devais utiliser ce modèle-là et qu'ils corrigeront de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Merci. Ok, merci. Madame Armand? Oui, moi j'ai l'une ou l'autre petite question. Donc, je pense que c'est très positif, évidemment, que la crèche communale dispose d'un outil supplémentaire pour gérer les absences qui doivent être bien difficiles à gérer, j'imagine. Mais je trouve que la convention n'est pas très claire sur certains aspects. Et je m'étonne, par exemple, de ne rien y trouver sur la procédure à suivre quand on veut faire appel à un puériculteur ou une puéricultrice. Et puis d'autres choses, notamment le fait que, imaginons que la crèche doive faire appel à quelqu'un et que personne ne soit disponible à l'ISBW. Et je me demande dans ce cas-là, par exemple, ce qui pourrait arriver, comment est-ce qu'on gère la facturation? Est-ce qu'on facture tout de même les jours obligatoires ou pas? Alors, j'imagine que c'est géré en bon père de famille et j'imagine qu'on ne va pas venir réclamer à la commune de payer des jours pour lesquels elle aurait demandé quelqu'un et pour lesquels il n'y avait personne de disponible. Mais je m'étonne en tout cas que ce ne soit pas réglé, ce genre de détails dans la convention. Je pense que, comme vous avez pu le lire, on s'engage pour 15 jours d'office. Donc, il est possible que dans ces 15 jours, il y ait des cas où une puéricultrice ne pourra pas être mise à notre disposition. Donc, on est de toute façon engagé pour 15 jours à 125 € par jour. Donc, ce n'est pas un engagement fondamental. On arrive à un peu plus de 2 000 € sur l'année. On espère ne jamais avoir besoin de ces 15 jours, bien entendu. Mais voilà, la situation n'est pas toujours facile à gérer et surtout dans le contexte actuel. Donc, moi, personnellement, je trouve que la convention pourrait être un petit peu plus précise, mais j'imagine que c'est une convention qui est, comme l'a dit Mme Charlier, elle figure sur Internet, donc nous ne serons pas la première commune à l'avoir signée. Et s'il y avait eu des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention, il est plus que probable que celle-ci aurait été complétée, précisée, si nécessaire, par rapport à, effectivement, par exemple, la procédure à suivre en termes de demande de renfort. Donc, je crois qu'il ne faut pas être trop inquiet là-dessus. S'il y avait eu des difficultés antérieurement, la convention aurait déjà été adaptée parce que nous ne sommes certainement pas les premiers à faire appel à ce service. Oui, ça ne m'inquiétait pas réellement. Je trouvais juste que c'était un petit peu… À partir du moment où il y a deux parties qui s'engagent, c'est clair qu'on voit que c'est un modèle qui vient d'ISBW et qui règle les choses par rapport à l'ISBW. Ça ne règle pas beaucoup de questions en cas de problème pour la commune. Mais j'imagine, encore une fois, que c'est réglé tout à fait en bon père de famille et que ça ne pose pas de soucis. Je trouve dommage, généralement, que les conventions ne soient pas complètes, puisque, a priori, c'est à ça que sert le fait de signer une convention qui engage les deux parties.
On fera part de vos remarques à Madame Masson, hein, puisque c'est la nouvelle présidente. On lui dira que peut-être qu'elle devrait se pencher sur la convention pour la rendre un petit peu plus claire et un peu plus complète. Mais il y a beaucoup de chantiers à l'ISBOE, je pense. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors ensuite, on passe aux questions du personnel. Donc, il s'agit premièrement de l'ouverture d'une demi-classe maternelle au 15 septembre à l'école fondamentale de Sarre-Messire. Donc c'est une ratification de la décision du collège communal qui date du 7 octobre. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques à ce propos-là. Monsieur Léchevin, si vous souhaitez faire un commentaire à ce propos. Oui, je vais être très très court. Donc, comme vous le savez, les chiffres utilisés le 1er septembre pour la rentrée sont toujours les chiffres du 1er octobre de l'année précédente. Cette année, de manière exceptionnelle, les comptages pouvaient avoir lieu à n'importe quel moment du mois de septembre, ça étant lié à l'abaissement de l'âge d'obligation scolaire de 6 ans à 5 ans. Et donc, dans le cas de Sarre-Messire-Guillaume, on est passé de 6 emplois et demi qui étaient des chiffres qui était basé sur les chiffres du 1er octobre de l'année dernière à 7 emplois le 14 septembre. Et donc, on a ouvert ce demi-emploi à ce moment-là. Voilà. Merci. Des questions, des remarques? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le deuxième point qui concerne toujours le personnel, c'est la ratification de la décision du 7 octobre qui permet l'ouverture d'une demi-classe maternelle, mais à l'école fondamentale du centre, donc à la section de Suzeril. Monsieur Léchevin. Même situation, sur base des chiffres au 1er octobre de l'année dernière, nous avions 3 emplois et demi au 1er septembre. Et là, il a fallu attendre le 17 septembre pour pouvoir ouvrir le 4e emploi. Donc voilà, 3 jours plus tard qu'à Sarre-Messire-Guillaume. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Je vous propose de passer aux interpellations du collège. Madame Charlier. Par contre, il faudra mettre votre micro. Et voilà, j'ai 2 interpellations. Alors la première, serait-il possible d'installer un ou des panneaux parking réservé cimetière au cimetière de Tangissart? En effet, le parking est régulièrement pris d'assaut par des véhicules qui participent à des activités privées près du cimetière. Les gens se plaignent de ne pas trouver de place quand ils se rendent au cimetière. Ça, c'est la première. La deuxième, l'étude de stabilité du mur de l'église de Sarre a-t-elle été réalisée? Quand est-ce que les travaux sont prévus? Cela fait plus d'1 an qu'il est en mauvais état. Un jour ou l'autre, des morceaux de mur risquent de tomber sur des véhicules, des passants ou des fidèles. Merci. Alors, installer des panneaux parking réservés au cimetière, je crois que ça ne pose pas de souci. Il n'y en a pas dans les autres cimetières de la commune, ni à Sarre, ni au centre. Peut-être y a-t-il une difficulté particulière à Tangissart. On va observer la situation et installer un panneau ne pose pas de problème en principe. Quant à l'étude de stabilité du mur de l'église, je pense que le point est passé en collège il n'y a pas tellement longtemps. Peut-être que quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire. Je ne sais pas si l'étude de stabilité a déjà été réalisée, mais en tout cas, le point a été évoqué et approuvé en collège il n'y a pas longtemps. C'est peut-être là-dessus que vous vous basez, Madame Charlier? Non, mais je n'ai plus reçu les PV du collège depuis juillet, donc non, je ne l'ai pas vu passer. D'accord, ok. Mais je peux vous dire que le point a été abordé en collège, mais je ne me souviens plus exactement de son contenu. Mais nous allons éviter évidemment que des morceaux de mur ne tombent sur les fidèles ou les... Merci. Monsieur le directeur général. Pour confirmer ce que M. Bourmez dit, le lancement de la procédure a été lancé au collège du 23 septembre, pour être précis. Les firmes à consulter, etc. Merci. Madame Chevalier, vous aviez une question? Oui. Mais donc, je voulais faire une interpellation un peu vraiment globale par rapport à la crise sanitaire actuelle et en particulier son impact sur Cours Saint-Étienne, sur différents aspects.
au-delà du fait que, bien sûr, nous sommes très touchés par ce que nous avons appris ce soir et pour lequel aucun de nous n'était au courant, en tout cas du côté des colos, de l'état de santé de notre échevin. Donc, tout le monde est bien conscient que le virus rôde et il est dangereux. Et donc, on est inquiet et soucieux aussi de l'impact de la crise sur différents acteurs de notre commune. Voilà. Alors, je voudrais, avant de poser mes questions, dire que, personnellement, en tout cas, j'ai apprécié la promotion que vous avez faite via la newsletter pour encourager les plats à emporter dans l'Horeca. En tout cas, je crois que c'est une façon de soutenir, en tout cas, certains commerces qui sont particulièrement touchés. Mais j'avais une question sur la situation dans les écoles, à la crèche et dans l'administration. Est-ce qu'il y a beaucoup d'absents, des classes en quarantaine? Enfin, comment ça se gère? À quelles difficultés vous êtes confrontés? Et après, je poserai d'autres questions parce que. Mais au niveau de la crèche, comme vous savez, il y a 4 sections, oui. 2 sections orange et 2 sections vertes. Et nous avons dû malheureusement fermer les 2 sections orange du fait d'un cas de Covid au sein du personnel. Donc, la crèche est à moitié fermée pour le moment. Au niveau de l'administration, nous n'avons enregistré jusqu'à présent que 2 cas de Covid, et ceux-ci sont en voie sont soit résolus, soit en voie de résolution. Au niveau du personnel ouvrier, nous avons enregistré, je pense, à ma connaissance, 2 cas également, dont un cas asymptomatique, ce qui est toujours une difficulté. Et pour ce qui est des écoles, il y a effectivement un certain nombre d'enseignants qui sont atteints par le virus, mais les écoles s'organisent et notamment grâce aux écrans interactifs que nous avons installés dans ces écoles, les enseignants qui sont en quarantaine, notamment, donnent cours aux élèves via Teams ou un système de School, plateforme. Comme celui que nous utilisons aujourd'hui. Donc, les cours sont donnés par visioconférence aux enfants qui sont à l'école, l'enseignant en quarantaine étant chez lui. Voilà. Bien. Et alors, d'autres questions? Est-ce que vous rencontrez des problèmes particuliers dans la mise en place et le respect des règles sur la commune? Et on voulait savoir aussi comment vous vous positionnez par rapport à l'article et la demande du président de l'Excelsior stéphanois qui se sentait mal à l'aise de poursuivre les entraînements dans les conditions actuelles, en tout cas sans accès à des sanitaires et à des endroits chauffés. Voilà. Alors, dans la mise en place des mesures, nous n'avons pas de réelles difficultés. Ça demande évidemment, bien sûr, une grande attention. Pour revenir à l'administration, nous avons décidé, compte tenu de l'aggravation de la crise, de n'avoir plus qu'une personne par service. Donc, il y a une tournante. Donc, le service public continue à être assuré, mais par une seule personne par service. En présentiel, vous voulez dire, les autres travaillant à distance? Oui, exactement. Évidemment, on n'a pas viré les autres. D'accord. Et donc, voilà. Au niveau du service ouvrier, nous continuons à travailler avec l'ensemble des équipes, mais en horaire décalé, de façon à ce que les ouvriers de l'équipe 1 ne croisent pas les ouvriers de l'équipe 2. Et ça marche relativement bien. Pour le reste des mises en place des mesures, on essaye de prendre quelques mesures ponctuelles, notamment il y a eu un certain émoi sur le fait qu'on avait imposé à ma demande des rubalises sur les bancs devant à hauteur du night shop, du White Night, pour empêcher que les personnes s'y installent ou en tout cas s'y incrustent, et que ça évite également les attroupements, les regroupements qui ne sont pas autorisés sur la voie publique. Les services de police ont maintenant l'obligation de surveiller le respect
du couvre-feu à partir de 20 h. Ça n'a pas encore posé énormément de difficultés. Si j'ai bien compris, je n'ai reçu dans les rapports hebdomadaires que 2 cas seulement de personnes interpellées après 22 h. Donc, ça se passe relativement bien. Par contre, par rapport à la présidente, j'imagine, de Royal Excelsior, parce que le président, je ne sais pas qui est le président, pour moi c'est une présidente de l'Excelsior stéphanois. Je ne sais pas à quelle demande vous faites référence, parce que moi ça ne me dit rien. Peut-être que les chemins des sports peut-être m'éclairer là-dessus. Non, j'étais en train de regarder Facebook parce qu'avec les événements actuels, c'est vrai que je n'ai pas été trop sur Facebook, voilà. Mais je suis au courant de rien du tout. Je n'ai pas été interpellée par le Stéphanois de ces moments. Donc, expliquez-nous si vous avez plus d'infos. C'était savoir si c'était remonté jusqu'à la commune. Il y a eu un article dans la presse, mais on n'a pas de demande particulière par rapport à ça. Mais il s'est positionné dans la presse comme étant lui-même en non-accord avec sa fédération par rapport à la poursuite des activités. Mais nous échappe. Mais j'avais encore ici juste 2 questions par rapport à l'environnement et au projet de la semaine de l'arbre. Dans la newsletter, on parle d'autres modalités par rapport au projet tel qu'il avait été envisagé. Donc, on voulait savoir si les arbres allaient quand même être plantés ici à l'automne. Et nous sommes aussi évidemment inquiets par rapport à la suite à donner au projet PCDR, parce que je suppose que les rencontres avec les citoyens sont à nouveau suspendues. Enfin, et on voulait savoir si vous envisagez des modalités alternatives pour avancer malgré tout dans ce projet, parce que sinon, ce serait bien dommage pour tout le monde. On est bien d'accord avec vous, madame, mais je peux vous dire que la situation n'est pas facile pour nous. Mais ça, je crois bien. Dans un contexte pareil où finalement, on a beaucoup de mal à organiser des réunions et ça n'a forcément pas non plus la même efficacité ni la même capacité d'échange en travers d'un écran. D'ailleurs, par exemple, les réunions que nous tenons ici en conseil communal sont nettement moins sympathiques, je trouve, que celles que nous tenions par le passé en présentiel. On est d'accord. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la semaine de l'arbre, je vais laisser Steve De Wever répondre, puisque c'est lui qui coordonne cette action. Mais je peux vous assurer qu'on ne plantera peut-être moins d'arbres que prévu, mais on en plantera quand même. Mais exactement, Michael. Donc, beaucoup de frustration de notre côté parce qu'on a dû, bien entendu, voir à la baisse les événements et le projet, compte tenu du fait qu'on ne s'est tout simplement pas rassemblé des bénévoles pour venir planter des arbres à Cours-Saint-Étienne comme on l'imaginait au début. L'atelier du 24 octobre a été annulé pour cette raison-là. On planche actuellement pour des alternatives autour d'une petite journée de l'arbre où il y aurait quand même une distribution d'arbres, mais rien n'est moins sûr. Et sur les plantations en tant que telles, on n'a rien mis de côté, bien entendu, il n'y a rien qui est annulé. Les choses vont prendre plus de temps, avec des alternatives via le service ouvrier, on l'espère, et peut-être d'autres pistes qui sont envisagées. Mais donc, l'ambition n'est pas à la baisse, c'est juste qu'on doit s'adapter en fait à la réalité sanitaire et que voilà, malheureusement ça prendra plus de temps et sans doute que cette année on n'arrivera pas à l'objectif qu'on s'était fixé pour 2020, mais on fera mieux en 2021. Mais les plants, ils sont déjà achetés? Non, pas tous. Merci. L'idée qui est évoquée également, c'est éventuellement, puisqu'on ne peut difficilement rassembler les gens et avoir des troupeaux de personnes le long des routes pour planter des arbres ou des champs, c'est éventuellement, le cas échéant, faire appel, pour les projets prioritaires, faire appel au privé. Donc, demander aux pépinières auxquelles nous achetons les arbres de se charger de planter. Monsieur Jomotte, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, pour ce qui est du PCDR, puisque c'était le deuxième volet de la question, là, on essaye de mettre en place un système justement par vidéoconférence. On a eu l'occasion avec Steve et la Fondation Rurale de Wallonie d'essayer un outil qu'ils ont mis en place. On a fait ça mercredi passé. C'est un outil qui est plutôt efficace, qui nous a plutôt convaincus. Et donc,
il était de toute façon prévu de passer un moment par l'usage de cet outil-là pour refaire une réunion complémentaire. On se pose la question maintenant de savoir si les 2 réunions manquantes, c'est-à-dire Sarmessier-Guillaume qui a dû être annulé finalement le matin même du jour où la réunion était prévue, et le quartier de Limoges et d'Istorzay qui devait avoir lieu jeudi, de voir si on ne passerait pas spécifiquement pour ces quartiers-là via un système par écran interposé, et puis refaire une réunion plus générale par écran interposé. Mais ça se négocie avec la Fondation rurale de Wallonie parce que pour eux, malheureusement, en termes de, comment dire, de coordination et de modération, il faut beaucoup plus d'agents pour gérer ça par vidéo interposée que quand on le fait en réel, évidemment. Et donc, on essaie de trouver une solution pour le moment, on y travaille. Mais effectivement, se retrouver en vrai, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir réorganiser des réunions comme ça. Et il faut avancer, on a perdu suffisamment de temps là-dedans. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre aux attentes des 2 villages qui n'ont pas eu ou des 2 hameaux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer et où nous ne sommes pas passés, et puis d'avancer. Oui, ouais, voilà. Je vous encourage dans ce sens-là, en tout cas, effectivement. On ne peut pas attendre que ça redevienne normal. Ouais. C'est pas l'intention, malheureusement. Oui. Merci. D'autres interpellations, Madame Salpêtier? Je vous remercie. Donc, un point par rapport à l'agence locale pour l'emploi, où nous avons pris connaissance du fait qu'aucune réunion de l'ALE n'avait eu lieu depuis la désignation des nouveaux administrateurs communaux, qui date, elle, du conseil communal de février 2019. Et donc, de par ce fait, nous constatons que ces fameux représentants désignés lors de ce conseil communal ne sont toujours pas en place. On sait aussi que conformément au statut de la SBL, 2 représentants de la minorité ont adressé un courrier formel au président de la SBL lui demandant de convoquer un conseil d'administration, ceci en vue de convoquer l'Assemblée générale qui, elle, pourra mettre en place ce nouveau conseil d'administration. Jusqu'à présent, à notre connaissance, ce courrier est resté lettre morte jusqu'à ce jour. Est-ce que vous êtes informé de cette situation? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait que la SBL ne soit pas effective? On a désigné des personnes qui ont pour rôle d'administrer cette association. Par l'interpellation, je fais ici, enfin en tout cas la minorité fait ici ce qui est en son pouvoir pour alerter sur cette situation qui nous semble pas acceptable. Est-ce que vous avez la possibilité d'influencer vos représentants pour qu'ils s'engagent à convoquer cette réunion au plus tôt? Merci. Vous évoquez, Madame, donc un courrier adressé au président de la SBL. Oui, tout à fait. Vous m'envoyez copie, ça serait gentil. Oui. Éventuellement appuyer la demande. À quel titre ce courrier a-t-il été envoyé, de la part de qui? Donc c'est deux des administrateurs qui sont toujours en fonction, puisque les nouveaux ne sont pas en place, en tout cas, ou en respect au règlement d'ordre intérieur qui leur permet de solliciter la convocation de ce conseil d'administration. C'est à ce titre qu'ils l'ont envoyé au président, qui est toujours en fonction et qui sera... Très bien. J'ai fait ça tout de suite, mais envoyez-le-nous, on va recontacter l'ALE pour voir pour quelles raisons les réunions ne sont pas convoquées. Ok, merci. J'ai j'ai 2 questions. Oui. Allez-y. Oui. Voilà, en fait, récemment, on a appris que la commune de Tubize rendait ses délibérations de son conseil communal accessibles aux citoyens au travers d'un site délibération.be développé par l'intercommunal IMIO. Les objectifs de ce site, faciliter l'accès aux décisions émanant du conseil communal à tout à chacun, permettre la consultation des projets de décision avant la tenue du conseil communal et des décisions après tenue du conseil communal, inscrits dans l'ordre du jour des séances publiques. Avec notre groupe, nous soutenons cette telle initiative, rapprochant entre les citoyens et les autorités, qui est une suite logique au conseil communal de diffuser en direct en ligne. Voilà, j'aurais voulu savoir si la commune envisageait également de franchir ce cap
à bref échéance? Bonne question, je n'ai pas de réponse particulière. Je veux dire, on peut l'étudier certainement, il n'y a pas de souci. Les décisions du conseil communal, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Le problème, c'est toujours, il faut voir comment Tubis est organisé, puisque en principe, les décisions doivent être avalisées, le procès-verbal de la réunion doit être avalisé par le conseil communal suivant. Donc, je ne sais pas comment Tubis s'organise pour publier ça. Est-ce qu'ils le font dans la foulée du conseil communal ou est-ce qu'ils le font après approbation du PV par le conseil suivant? Il faut voir comment ils ont trouvé quelle solution ils ont trouvé, mais on peut l'analyser. Merci. Et alors, j'ai une deuxième question. C'est par rapport au moulin de Beaurieu, en fait. Lors de la réunion du PCDR, il y a des citoyens qui se sont plaints de certaines nuisances en tant que de bruit et aussi également au niveau de l'environnement. Il y a des dégâts dans certains jardins, il y a des rives qui s'écroulent à cause du moulin. Il a fermé son moulin. Je voulais savoir si les l'échevin avait pris contact avec les citoyens pour pouvoir constater les dégâts dans les jardins. Je ne pense pas qu'il y ait eu de contact particulier avec certains riverains en particulier. Le problème du moulin de Beaurieu est un problème bien connu de la région wallonne qui est gestionnaire du cours d'eau. C'est une personne qui fait fonctionner son moulin et qui alimente en électricité une partie des riverains du moulin. Hein, donc, oui, à lui seul. Il ne consomme pas la totalité de l'électricité qu'il produit, donc il alimente aussi certains riverains. D'autres ne sont pas alimentés et se plaignent effectivement du bruit que peuvent représenter les pales du moulin. C'est un problème qui est en justice pour le moment et qui a fait l'objet de plusieurs visites d'un expert et même du juge de paix. Et tout, donc le dossier est en justice. Pour ce qui est des dégâts à des berges, je ne pense pas que c'est de la compétence de la région wallonne. Je ne sais pas s'il y a des jardins qui auraient été affectés par quoi? Par la retenue des eaux éventuellement? Oui. Oui, Monsieur de Wevereux, je pense que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à ces explications-là. Oui, tout à fait. Je vais compléter ce que le bourgmestre a dit. Donc, la situation est bien détaillée suite à la réunion PCDR à Beaurieu. J'ai pris contact non pas avec les riverains, mais avec le contrat rivière et notamment Jérémy Guillon pour qu'il puisse descendre sur place et constater s'il y avait des problèmes et des atteintes à l'environnement. Je sais qu'il n'a pas encore eu le temps ou pris le temps de le faire pour l'heure. Il m'a quand même, par contre, fait un rapport oral sur la situation, puisqu'il s'y était rendu sur place, en m'expliquant qu'en matière d'atteinte à l'environnement, il n'en avait pas constaté. Il y avait juste, bien sûr, un changement qui était intervenu suite à la retenue d'eau. Et donc, il y a un envasement qui se fait. Et sans doute que ça a un impact, mais je ne sais pas si ça a un impact, si ça porte préjudice à l'environnement. Et c'est pour ça que je lui ai demandé juste de descendre sur place pour qu'il puisse me faire un rapport plus détaillé. Oui, par contre, je n'ai pas rencontré les riverains, j'attendais ce rapport avant tout. Mais quand il va constater, il va quand même aller dans les jardins pour constater aussi. Oui, il m'a confirmé avoir les numéros de téléphone des riverains concernés. Qu'il avait déjà rencontré par ailleurs, ce qu'il m'a dit. Donc, il va de nouveau rentrer dans les jardins des personnes. Et, mais voilà, il va faire son enquête. Ok, merci. D'autres questions, interpellations? Madame Charlier? Oui, je reviens sur le point IMIO que Souad a soulevé. Je pense que le collège l'utilise déjà, cette plateforme, je pense. IMIO, oui, il faut juste… Oui. S'il vous plaît? Tout à fait, oui. Oui, donc vous l'utilisez déjà entre vous par rapport au collège. Et qu'est-ce qui pose problème pour ouvrir pour les conseillers? Parce que ça doit d'abord être approuvé. Oui, mais qu'est-ce qui… Oui, oui, le dossier doit être approuvé au conseil.
Au collège, oui, oui, mais pourquoi vous ne l'ouvrez pas avec les dossiers anciens et transvaser effectivement tout ce qui est… La plateforme IMIO pour les conseils communaux en remplacement du système extranet que l'on utilise aujourd'hui. On va effectivement utiliser, ça le directeur général peut être peut-être un peu plus précis là-dessus, mais on travaille effectivement à étendre l'utilisation de la plateforme au conseil communal. Monsieur le directeur général. Madame la Présidente, merci. Effectivement, je ne peux que confirmer ce que M. Bourmez vient d'annoncer. Donc, la plateforme est utilisée pour les collèges. Je l'ai déjà dit, c'est un souhait des services communaux également de l'utiliser pour les conseils communaux. Au niveau de l'état d'avancement de ce dossier, le secrétariat a terminé tous les paramétrages. Je dois simplement vérifier moi-même au niveau des accès, etc., pour que tout soit en ordre. J'espérais très sincèrement pouvoir présenter le projet au collège pour que ce soit opérationnel pour ce collège-ci. Mais je ne vous cacherai pas qu'à la charge de travail avec la crise que nous connaissons, et j'ai eu une petite absence aussi, fait que c'est un peu de retard. Mais en tout cas, la plateforme est quasiment finalisée au niveau des paramétrages. Donc, j'espère vraiment que rapidement, je puisse le proposer au collège et avancer là-dedans pour le conseil. Monsieur Jomotte. Oui, c'est juste pour préciser que je pense que la proposition de Souad n'était pas celle-là, mais était bien un site qui est effectivement lié à IMIO, mais dans lequel, pour ce que j'en ai vu, sont actuellement uniquement reprises la ville de Liège, la ville de Verviers et la ville de Tubize, et qui donc permet effectivement aux citoyens d'accéder aux différents documents, mais quelque chose qui a l'air nettement plus récent que le fait de basculer sur IMIO, que ce soit en collège ou en conseil. Oui, mais une fois que tu installes le module, Jean-Christophe, d'office, l'autre module s'installe automatiquement. Oui. Et c'est ça que je pense qui pose problème à M. Pett, c'est qu'une fois que tu ouvres la porte à un module pour nous, le module s'ouvre de l'autre côté. Ça voudrait dire qu'il n'y a en Wallonie que 3 communes qui utilisent IMIO pour les conseils. Non, non, c'est-à-dire que quand tu ouvres la porte, effectivement, pour nous, donc le module conseiller installé, donc le module mise en ligne pour les citoyens est d'office installé. Non, mais donc, je répète ma question, ça voudrait dire, puisque tu dis que c'est automatique, qu'il n'y a que 3 communes à l'heure actuelle en Wallonie qui utilisent IMIO pour les conseils communaux, puisqu'il n'y a que 3 communes reprises sur ce site. Oui. Non, ce n'est pas le cas. Mais voilà. Si je peux me permettre, je pense qu'on fait un amalgame parce qu'IMIO a plein de plateformes différentes et plein de modules différents qu'on peut acquérir. Et je pense que le module délibération est un module tout à fait indépendant. Il y a des livres qu'on utilise actuellement pour le collège et qui va être étendu aux conseillers communaux. Je pense que là, on parle vraiment de 2 plateformes totalement différentes. Pour moi, je vais me renseigner, j'ai pris le point, je verrai demain avec Germain, mais pour moi, on ne parle pas du tout du même module. Non, non, moi, je parle du module conseiller. Oui, mais Souad ne parlait pas du module conseiller. Du citoyen, en fait. Souad ne parlait pas du tout ça. Monsieur le directeur général, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Vous avez raison. Je crois qu'il y a l'outil IMIO que le collège utilise déjà pour la gestion des séances qui peut être étendu au niveau des conseillers. Et je vous l'ai dit, c'est en voie de finalisation. Et comme vous le dites toutes et tous, ce que Tubize a mis en place, c'est un outil à destination des citoyens pour la mise en ligne des PV, etc., et des documents. Donc voilà, ce sont deux choses différentes, mais je crois, mais là je m'avance peut-être, qu'il peut y avoir un lien entre les 2 outils, mais évidemment, vous savez, enfin, je ne dois pas vous le préciser, que les documents à destination des conseillers ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent être communiqués au public. Donc voilà, tout ça. Mais la première étape, je pense, c'est d'abord l'outil conseil, me semble-t-il. Merci. Autre chose? Madame Barrault? Moi, je voulais simplement avoir des nouvelles concernant la commission des dégâts agricoles. Je voulais savoir comment s'était passée la réunion. Est-ce que vous savez nous dire combien d'agriculteurs étaient concernés? Est-ce que la commission ne s'est-elle pas réunie trop tard pour que les dégâts aux cultures déjà récoltées puissent faire l'objet d'indemnités?
Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la commission s'est tenue le 16 octobre à la salle de Falques pour respecter les distances. Je pense qu'il y avait, si je ne me trompe, 7 agriculteurs et un représentant de la région wallonne chargé de prendre en compte les déclarations de dégâts. Ça ne pose, il n'y avait absolument aucun retard et les agriculteurs n'ont subi absolument aucun préjudice dans la mesure où, même si par exemple les parcelles de maïs étaient déjà récoltées au moment de la réunion, de toute façon, la région prend un chiffre moyen sur l'ensemble de la région, enfin du secteur. Donc, on ne prend pas le rendement à l'hectare d'une parcelle spécifique, mais bien de toute une zone en fonction de la culture. Donc, il n'y a absolument aucun préjudice et la réunion ne s'est pas du tout réunie trop tard et tout le monde a pu faire valoir ses dégâts et j'imagine qu'ils seront compensés par la région. Merci. Monsieur Tricot? Oui, j'ai deux interpellations, si vous me permettez, concernant le CPS. Nous avons appris que le Conseil de l'action sociale ne s'était plus réuni depuis le 19 août, alors que la loi organique des CPS précise que normalement ce Conseil de l'action sociale doit se réunir au moins une fois par mois. Et donc on voulait un peu savoir ce qui pouvait expliquer que la loi n'ait ainsi pas été respectée, étant donné que c'est le conseil communal qui exerce la tutelle sur le CPS de Cour-Saint-Étienne. Nous pensons qu'il convient que notre Assemblée marque son désaccord avec cette manière de fonctionner et cette irrégularité. Ça, c'est la première interpellation. La seconde, toujours concernant le CPS. Elle vise plutôt les appartements aménagés dans l'ancien Omnibouton. On nous a annoncé il y a déjà pas mal de temps l'inauguration imminente des logements qui allaient y être aménagés. Le home a été vidé, a été fermé début 2015 pour pouvoir entamer les travaux. Et donc, à notre connaissance, les logements aménagés sont toujours inoccupés. Donc, on suppose que les travaux ne sont en fait toujours pas terminés. On voulait savoir ce qui coinçait et si la prolongation du chantier allait impliquer des surcoûts au niveau de la facture finale de ces aménagements pour le CPS. Et on voulait savoir aussi, il me semble qu'il y avait inscrit dans les recettes du budget du CPS pour cette année-ci un montant concernant les loyers. Je voulais savoir s'il y avait moyen de nous rappeler le montant des loyers qui étaient prévus pour cette année. Merci. Monsieur le Président. Oui, donc il y a deux questions concernant le Conseil de l'action sociale qui a été annulé au mois de septembre. J'ai communiqué l'ensemble des informations au Conseil de l'action sociale, donc c'est une question qui intéresse le Conseil de l'action sociale, qui se tiendra d'ailleurs demain. Donc, je propose que vous posiez la question au conseiller écolo de l'action sociale. Pour le Libouton, effectivement, il y a eu du retard. D'abord, parce que le rapport pompier qui avait été demandé fin de l'année passée a mis du temps à arriver. Les pompiers n'ont pas pu exercer, je n'ai pas bien compris, mais en tous les cas, pendant le confinement du mois de mars jusqu'à juin, ils n'ont pas pu se rendre sur place. Ce qui fait que nous avons reçu un rapport au mois de juillet, un rapport qui faisait état de différentes remarques qui ont été renvoyées à l'architecte, notamment en matière de sécurité incendie. À ce jour, on attend juste que les remarques soient levées par l'architecte. Il y a eu un surcoût, effectivement, pour des dévidoirs. On est de l'ordre de 4 000 €. Et j'espère qu'on va pouvoir finaliser les choses pour avoir un dernier rapport pompier.
Je voudrais insister sur le fait que mon interpellation concernant le fait que le Conseil de l'action sociale ne s'est pas déroulé, ne portait pas sur les raisons pour lesquelles le Conseil ne s'est pas déroulé, mais plus sur le fait que la légalité, ce qui est prévu dans la loi organique, n'avait pas été respecté. Et comme je l'ai souligné dans mon interpellation, c'est le Conseil communal qui exerce la tutelle sur le CPS, et donc il me semble logique que le Conseil communal reçoive les explications que vous me demandez de demander moi-même aux conseillers de l'action sociale écolo. Michel, en fait, le Conseil ne s'est pas tenu pour une raison de légalité. C'est aussi simple que ça. La loi n'a pas été respectée. Alors, tu peux condamner si tu veux, mais en tous les cas, d'un point de vue légal, je ne pouvais pas tenir ce Conseil de l'action sociale. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Non. Ça intéresse le Conseil de l'action sociale, c'est tout. Mais tu sais que le Conseil communal exerce la tutelle sur le CPS? Oui. Mais tu estimes que le Conseil communal n'a pas à être informé de... Non, j'estime que c'est d'abord le Conseil de l'action sociale qui a à être informé. Ok, ça va. J'avais cru comprendre que tu avais déjà informé les membres du Conseil de l'action sociale. Je n'ai pas encore tenu de Conseil de l'action sociale. Je les ai informés par mail, mais je n'ai pas encore tenu de Conseil de l'action sociale. Je suis certain qu'ils te reviendront suite au Conseil de l'action sociale de demain. Ils ne sont pas tenus au secret concernant les discussions qui auront lieu au Conseil de l'action sociale. À partir du moment où tu es déjà au courant qu'il y a eu un Conseil de l'action sociale annulé, j'imagine qu'ils t'ont communiqué quand même certaines informations. Bon, je vous propose de passer au point suivant, Monsieur Maréchal. Je m'étonne quand même de la réponse sur ce point. Et si je respecte tout à fait qu'un point légal ait empêché de tenir un conseil en septembre, je trouve surprenant, pour le moins, qu'un mois après, ce problème-là ne soit toujours pas réglé. Mais soit, passons. Peut-on par contre en savoir un peu plus, Monsieur le Président du CPS, sur cette action que vous avez lancée concernant une étude pour une éventuelle fusion commune-CPS? Oui, alors juste pour revenir pour le Conseil de l'action sociale, il n'y a pas un mois après, le problème n'est pas réglé, le problème a été réglé tout de suite. C'est la raison pour laquelle j'ai annulé le Conseil de l'action sociale. On doit se réunir demain de manière tout à fait régulière parce qu'on doit tenir un Conseil de l'action sociale par mois. C'est tout. Concernant l'audit CPAS et communes, je pense que des offres sont arrivées au sein de l'administration et elles doivent faire l'objet d'une analyse. Mais à ce stade-ci, en tous les cas, je n'ai pas encore eu de retour de l'administration sur cette analyse des offres. D'accord, merci. D'autres interpellations? Madame Armand? Voilà, donc suite aux remarques de notre collègue, Madame Charlier, à propos du rapport de rémunération qui était proposé à notre approbation lors du dernier conseil communal, j'imagine que plusieurs d'entre nous ont effectué les vérifications qui s'imposaient. Et il nous est apparu en effet que, comme notre collègue le soulignait, le montant des rémunérations indiqué pour certains mandataires n'était pas correct. Mais il est également apparu que le rapport était incomplet puisqu'il ne reprenait pas les mandats dérivés exercés par plusieurs d'entre nous, notamment dans les intercommunales, avec les éventuelles rémunérations liées à ces mandats dérivés. J'imagine qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes pour compléter le tableau puisque la loi oblige ces intercommunales et les autres organismes concernés à communiquer ces informations à la commune. Et donc, nous voudrions savoir si le rapport corrigé et complété soit quand même bien inscrit à l'ordre du jour d'un prochain conseil communal. Ça m'en répond. Effectivement, il s'est avéré qu'il y avait certaines erreurs dans ce rapport par rapport notamment aux présences de certains conseillers. Mais ce rapport reflétait exactement les montants qui ont été effectivement payés. Alors qu'il y a eu éventuellement des gens qui ont touché un jeton de trop ou des gens qui ont touché un jeton trop peu, ça c'est effectivement une chose qui a été l'objet d'une notification. Le rapport qui vous a été présenté au dernier conseil n'était pas un rapport faux. C'était un rapport scrupuleusement correct
des montants liquidés aux différents conseillers communaux sur le temps de la période 2019. Donc, on ne peut pas dire que le rapport était erroné, il était correct, mais les données qui y figuraient n'étaient pas, en termes notamment de présence, n'étaient peut-être pas correctes. En termes de liquidation des montants, il était parfaitement correct. Pour ce qui est de l'autre aspect relatif aux montants de rémunération ou de présence dans des organes, dans ce qu'on appelle les mandats dérivés, je vais laisser au directeur général de répondre, parce que nous, on nous a proposé un projet de rapport que nous avons réalisé en collège et que nous avons présenté au conseil. C'est s'il y avait d'autres choses qui devaient y figurer, voilà, je vais laisser au directeur général le soin d'expliquer si le rapport était complet ou pas complet. Alors, je vous remercie, M. Bourgmestre. Effectivement, donc, concernant les erreurs, ce sont les chiffres réellement payés qui ont été mis dans le rapport, même si effectivement il est apparu qu'il y avait des erreurs de comptabilisation de certaines présences. Par rapport aux mandats dérivés, le rapport de rémunération prévoit que nous devions mentionner les mandats communaux et pas les mandats dérivés. Ce rapport a été communiqué à la région wallonne dans les délais requis. Et donc, en ce qui me concerne, je ne pense pas, mais j'ai un problème de connexion pour retrouver la disposition légale, que les mandats dérivés doivent s'y trouver. Si la région, suite à la réception du rapport, devait me faire une remarque, ben, j'en ferai part au collège en tout cas. Moi, j'ai l'article sous les yeux qui nous dit qu'il faut indiquer la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats. Mais par rapport à la rémunération de toute façon de ces mandats dérivés, moi-même, cette information, je ne la possède pas. Hein. Je pense, alors je n'ai pas tout l'article sous les yeux, mais je pense qu'il y a un paragraphe qui oblige ces organismes à envoyer ces informations à la commune. Quoi qu'il en soit, il manquait la liste des mandats dérivés qui sont bien imposés par, c'est l'article L6421.1 du Code de la démocratie locale. Je veux bien opérer la vérification et revenir vers vous avant le prochain conseil si vous le souhaitez. Madame Charlier, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, ben, c'est un secret pour personne. Oxygène a fait un recours à la tutelle et normalement, M. Petre a reçu un courrier de la tutelle ce matin pour analyser le dossier et la tutelle tranchera effectivement par rapport à ce tableau qui était incomplet. Et, enfin, voilà, ce dossier est mis dans les mains de la tutelle. Très bien. Y a-t-il d'autres interpellations ? Monsieur Maréchal ? Je ne sais pas comment Mme Charlier sait ce qui arrive comme courrier à la commune, parce que je peux vous dire que dans le courrier d'aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. Mais écoutez, je l'ai reçu en copie et tout est transféré par mail. Donc, si moi je l'ai reçu ce matin et que c'était marqué administration communale, M. Petre en copie, c'est que voilà. En tout cas, moi je l'ai reçu ce matin. Donc, je peux vous dire, Mme la conseillère, qu'en ce qui me concerne, j'ai mes mails ouverts devant moi. À l'heure qu'il est, je n'ai encore rien reçu. Ben, ce sera peut-être pour demain. Je l'ai peut-être reçu avant vous alors. Ah ben, vous avez des introductions alors. S'il vous plaît. Vous avez des introductions alors pour être. Non, peut-être une priorité par rapport au nombre de recours qu'on fait, peut-être. Je sais pas. Je vous propose de passer à la prochaine interpellation. Monsieur Maréchal. Très, très rapide, moi j'ai une brève question pour Madame Olève, notre échevine de la petite enfance, puisque ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que la commune avait reçu cette incroyable nouvelle, comme le titrait la presse, du legs d'un Stéphanois, monsieur Aloïs Terkendries, qui léguait 500 000 € à la commune pour que la commune réalise quelque chose en faveur de la petite enfance. Clairement en visant qu'il y a un service en plus ou qu'on améliore cela. Je voulais simplement savoir si même si je sais que l'année est faite de beaucoup d'impondérables, mais si vous avez eu l'occasion de réfléchir, de commencer à avancer sur un projet pour honorer la mémoire de ce Stéphanois qui en tout cas, une chose est sûre, c'est que d'office, ce don sera mis au bénéfice de la petite enfance, au service de la petite enfance. On a déjà discuté de plusieurs choses au sein du collège.
voilà, à l'heure actuelle, rien n'est encore fait de manière officielle, mais voilà, ce sera fait et le don sera bien utilisé pour la petite enfance, pour les milieux d'accueil en tout cas. Très bien, écoute, merci. Je me réjouis d'entendre parler de ce nouveau projet. Non, mais ça se fera de toute manière. Merci beaucoup. Une autre interpellation? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on arrête ici la séance en public. Je vais du coup couper la retransmission YouTube et alors comme ça on pourra commencer le huis clos.